En 1916, les premiers affrontements de la guerre avaient décimé l'armée de métier britannique. Pour l'offensive de la Somme, les Anglais avaient dû largement recourir au bataillon de Pals, ou copains, des volontaires venant de la même ville, club de sport ou bureau. Une ville de l'est du Yorkshire, Hull, pouvait se vanter d'avoir enrôlé plus de Pals que n'importe quel autre, 4000 hommes formant 4 bataillons. « 85 ans plus tard exactement, la BBC recrute à Hull 24 volontaires dirigés par un officier d'active. Ils vont revivre 2 semaines de la vie des Pals. Tout comme le bataillon original de 1916, les recrues n'ont aucune expérience militaire. Craig Wright est graphiste. Mark Thompson est compagnon maçon. Et John Robinson, dont le grand-père s'est battu pendant la guerre, conseiller municipal. Nous avons tous notre idée sur la ville dans laquelle nous vivons, sur notre quartier, et nous voulions lui faire honneur. Je crois que les autres sentent la même chose. Cela fait 9 jours que les volontaires sont dans la tranchée. Ils se préparent à la bataille la plus coûteuse en vie humaine pour Hull de toute la guerre. Tout ce qui leur arrive est dicté par les journaux de guerre officiels de l'automne 1916. Dans l'après-midi du 27 octobre, 4 hommes sont coincés dans un cratère au milieu du No Man's Land. Une demi-heure plus tôt, un énorme obus est tombé à une vingtaine de mètres à peine de la ligne de front britannique. Ready, give covering fire. Give us covering fire. We're going for that crater. Menés par un caporal, les soldats Thompson, Palmer et Bellamy se sont précipités pour investir le trou d'obus. Le plan est de tenir le cratère jusqu'à ce qu'il puisse être fortifié et utilisé comme position avancée. Immédiatement, une opération d'urgence pour rejoindre les hommes est mise sur pied. Un groupe de relève commence à creuser 2 tranchées de communication peu profondes, des sapes, vers le cratère. Quick as you can, come on. Nous arriverons de 2 côtés différents, puis nous creuserons une tranchée en ligne droite derrière le cratère pour pouvoir l'alimenter en vivres, hommes ou autres. On ne tient pas à rencontrer quelqu'un rampant dans l'autre sens, sinon l'un ou l'autre devra refaire tout le chemin. Donc si on fait un système à sens unique, entrée-sortie, on devrait pouvoir circuler facilement. Coincés dans le No Man's Land, le soldat Thompson et ses camarades sont vulnérables. Ils sont coupés du dédale des tranchées britanniques sans voie de repli et sans aucun moyen de recevoir vivres ou munitions. En 1916, pendant la Première Guerre mondiale, il y avait des gens piégés dans le No Man's Land. C'était très grave, il fallait absolument rejoindre ses camarades. Ce n'était pas juste un exercice ou du travail physique, c'était la vraie vie. Des gens restaient coincés là-bas. Le No Man's Land était l'espace séparant les tranchées ennemies. Les soldats le considéraient avec un respect mêlé de crainte. Un caporal est arrivé. Il était très excité. Il avait beaucoup lu sur la guerre, bien sûr, comme la plupart des gens, et il voulait voir le No Man's Land. Il a dit, où est le No Man's Land? Quelqu'un a répondu, mais c'est là, voilà le No Man's Land. Vous voyez ce type là-bas, c'est le No Man's Land.
Alors il s'est précipité, il a sorti la tête, et dans la seconde, il était mort. Rester là sans bouger, même s'il faisait beau, il faisait froid. Et le froid montait de la terre et envahissait tout le corps. Exposée par les fusées éclairantes de l'ennemi, l'équipe de relève continue de creuser dans la nuit pour rejoindre les hommes dans le cratère. Creuser à peine quelques mètres dans le sol calcaire de la Somme peut prendre des heures. 5 minutes and I'm... On était assis là et il gelait. On restait là et on savait que c'était l'heure du dîner. On pensait, quand est-ce qu'on rentre? Quand est-ce qu'on rentre? On pensait qu'on allait rester là un jour ou deux. Si on s'était déjà battu sur un champ de bataille, les troupes pouvaient déterrer des os et des corps en décomposition. Le Hull Pal James Grayston écrivait dans son journal « La puanteur qui monte de la terre est horrible. Celle-ci est décolorée par le sang en décomposition, de quoi donner la fièvre à quiconque. » Pendant leur progression vers le cratère, les hommes sont vulnérables aux tirs ennemis. On the left? Yeah. L'idée la plus répandue sur la Première Guerre mondiale, c'est celle de milliers d'hommes constamment engagés dans des batailles sanglantes. En vérité, presque autant sont morts par un ou par deux, non au cours d'offensives majeures, mais pendant des patrouilles, pris dans les bombardements quotidiens ou repérés dans les tranchées de communication peu profondes par des tireurs allemands à l'œil acéré. We've got that bastard pinned down there, I'll tell you that now. Somebody pops his head out, we've got him. We've got a good idea where he is. Ces tireurs étaient tout le temps sur le qui-vive. Et parfois, si on sortait le bras, il suffisait d'oublier une minute et de sortir le bras, on prenait une balle dans la main. Ils avaient de sacrés bons tireurs chez les Boches. Finalement, vers minuit, après avoir creusé pendant 10 heures, l'équipe de relève rejoint ses camarades dans le cratère. L'équipe de relève occupant le cratère, le soldat Thompson et les autres peuvent retourner en rampant vers la relative sécurité de la ligne de front. Le lendemain matin, les hommes sont épuisés. Protégés par l'obscurité, ils ont travaillé toute la nuit à fortifier le cratère. Il offre maintenant une vue panoramique sur le No Man's Land. Sur la ligne de front, c'est l'heure de l'alerte. Un rituel important qui avait lieu tous les jours à l'aube et au crépuscule, moment où les attaques ennemies étaient les plus probables. Les sous-officiers criaient « Alerte, alerte !» Alors on se levait, on se tenait contre le parapet, la baïonnette par-dessus, prêt à l'attaque, et on restait là à attendre. Il fallait se tenir là. Et vous savez, on a tendance à prendre son fusil pour un accessoire et à se reposer dessus. C'était très long, 1 heure le matin et 1 heure le soir, tous les jours quand on était sur la ligne de front. C'était une corvée très routinière. On n'avait pas le droit de parler, bien qu'on l'ait fait, ni de fumer, bien que je l'ai fait. C'était long. Pendant les alertes, un vif échange de bombardements que l'on appelait marmitage était courant.
Le Hull-Pal Walter Host se souvenait d'un incident en particulier. Avec chaque marmitage, les Boches envoyaient 3 minis. C'étaient des bidons de 20 litres, remplis de violents explosifs et de shrapnel. On les voyait tournoyer sans fin alors qu'ils étaient catapultés vers nous. L'un d'eux a causé notre première perte. C'était le gardien de but de notre bataillon. Et on dit qu'un cynique a fait cette remarque. Il a fini par en arrêter un. Après une période de 24 heures sur la ligne de front, les hommes sont relevés par des troupes fraîches. Le lieutenant Rob Buell, militaire de métier, les éloigne de la première ligne par une tranchée de communication. Ils se reposeront brièvement dans une tranchée de soutien. Les soldats Thompson et Palmer, qui ont réussi à prendre le cratère, sont affectueusement surnommés les Bantams ou poids coq, d'après les bataillons spéciaux de Bantams, composés d'hommes de moins d'1,60 m, qui avaient la réputation de petits hommes au grand cœur. Thompson, au niveau de la discipline dans la caserne, c'est un vrai cauchemar. Mais sur le terrain, il y va à fond. Nous l'avons surnommé Thompson la médaille à Catterick, car nous étions sûrs qu'il ferait de grandes choses à la seconde où il arriverait ici. Et nous avions raison. Il est tenace, il s'accroche. Et s'il arrive qu'on le prenne à côté du feu au lieu d'avoir une pelle à la main, il suffit de lui donner un ordre pour qu'il obéisse. Matches, please, Palmer, before you feed them. Je ne suis pas très doué pour obéir aux ordres, mais c'était sympa parce que je n'avais pas de responsabilité. Elles s'étaient toutes envolées. On me disait quand lire, quand dormir, quand me raser, et tout était comme ça. Quand on rentre chez soi, on reprend la vraie vie. Il faut faire les choses par soi-même. J'aimais cette sensation, c'était comme retourner à l'école. Je n'avais aucune responsabilité, alors ça ne me dérangeait pas de me faire dire quoi faire. Bien que ce soit pour une courte période, certains m'ont expliqué combien leurs enfants et leurs partenaires leur manquaient et qu'ils s'en sortaient en n'y pensant pas, en les chassant délibérément de leur esprit. Mais dès qu'il arrivait des colis de la maison, avec des lettres et des dessins, pour beaucoup, toute tentative d'oublier la maison s'évanouissait. Et il suffisait de les regarder prendre la photo d'une fille ou d'un fils pour voir combien il leur manquait. Ça m'affectait en tant que célibataire. Craig Wright, le graphiste de 25 ans, était décidé à faire l'expérience de la vie dans une tranchée. Ses deux grands-pères ont combattu pendant la Première Guerre mondiale. Ses employeurs ne pouvant lui accorder de congé, il a démissionné. Lorsque les vrais Hull-Pals quittèrent leur poste d'employé de bureau, d'instituteur ou d'ingénieur, l'honneur voulait que leur patron leur garde leur place, au cas où ils reviendraient. À l'occasion, les familles des soldats leur envoyaient des journaux. Je lis le Daily Mirror. Je lis toujours les journaux. Je ne lis pas vraiment les articles. Je regarde toujours les réclames, pour une raison ou pour une autre. Il y en a d'effrayantes là-dedans, vraiment. Il y en a une sur le danger des varices. Une sur les femmes à barbe. Il y en a une très bonne au dos, sur un ouvrier d'une fabrique de munitions qui s'est mis à boire du viandox et qui ressemble maintenant à l'homme de la pub. Je parie qu'il mente. C'est le Times. Alors il y a de tout, de la nécessité de vendre de la lingerie fine belge jusqu'à un investissement excellent que j'aurais considéré très sérieusement en 1916. C'est la Banque impériale russe de la noblesse qui a l'air d'avoir d'excellentes perspectives en 1916. Il y a même une histoire très intéressante, du genre si c'est dans le journal, au sujet du tunnel sous la Manche.
J'aurais pensé que les militaires étaient contre à l'époque, mais ça dit ici qu'ils trouvaient que c'était une très bonne idée et qu'il allait y avoir un comité de réflexion. J'imagine qu'ils ont fini par faire quelque chose. L'armée fournissait à chaque homme une ration hebdomadaire gratuite de cigarettes. De temps en temps, il y avait aussi du chocolat. Vous pouvez traiter les gens comme des chiens, mais si vous voulez vraiment qu'ils sautent par-dessus le parapet et chargent l'ennemi, il faut qu'ils soient dans un état d'esprit acceptable. Il faut les traiter convenablement. Alors que ce soit des clopes, des journaux ou autres, des petites choses comme ça, je crois que l'armée les faisait pour s'assurer que les troupes gardaient un moral raisonnablement bon, parce qu'on allait leur demander de faire des choses qu'elles ne voulaient pas vraiment faire. Les soldats envoyaient souvent chez eux des demandes spéciales. Le capitaine Colin Trail, du 10e bataillon, a écrit cette lettre à ses parents. Conseil futur à tout parent généreusement disposé. On trouve des fruits et des sardines dans la plus reculée des tranchées de nos jours. Je préférerais des choses plus périssables, que je ne peux pas obtenir ici. Comme des biscuits à la crème de menthe, mais en boîte, s'il vous plaît. Le dernier envoi de biscuits au gingembre était en miettes. Des biscuits au miel ou des sablés font l'affaire. Nous sommes tous extrêmement fatigués après la nuit dernière. Aucun de nous n'a dormi plus de 3 ou 4 heures. Alors c'est très agréable, mais on se demande ce qui va arriver ensuite. C'est confortable, mais nous sommes tous un peu nerveux. Les vrais Pals avaient de bonnes raisons d'être nerveux. Le 10e bataillon du régiment de l'East Yorkshire, que l'on voit ici dans la seule séquence filmée qui reste d'eux, était arrivé en France au printemps 1916. Bien qu'il y ait eu des combats sporadiques tout au long du front ouest au cours de l'été, les Pals, basés juste au nord d'Albert dans la Somme, n'avaient pas été directement impliqués dans une offensive majeure. Néanmoins, en octobre, les Britanniques décidaient d'une dernière poussée pour prendre l'avantage avant que l'hiver ne s'installe. Malheureusement, la météo était contre eux et l'attaque avait été repoussée 7 fois, tandis que les commandants attendaient une période prolongée de temps sec. Has anybody not taken bread? La nuit, la tranchée renaissait. L'armée avait adopté un style de vie nocturne, l'obscurité permettant une plus grande liberté de mouvement. Show him your eraser, Ed. Go on. It was the shock of them shells going off. It's gone grey as well, man. Oh no, it could happen. Yeah, man. Dig a trench in that, that'll keep us safe, won't it? What can see, mate? They'll think it's a bush moving, won't they? Keeps the lights off us though, doesn't he? It's like a chip's tea party, isn't it? Only with crap tea. Right, are you ready for some veg now? Yeah. Get your opener out, mate. That's Medley's finest. So, Mrs. Beaton will be proud of you. La nuit, un homme sur 3 était de garde. Je crois que personne n'aime être de garde, parce qu'on ne bouge pas et qu'on a froid. Même si on ne dort pas, si on est juste assis, on sait qu'on est de garde, et c'est comme si on sent encore plus le froid. On regarde sa montre pour voir si on est presque au bout, et on vérifie qui est le suivant. On est pressé de ne plus être de garde. Pour se tenir éveillé, certaines sentinelles posaient le menton sur la pointe de leur baïonnette. On disait, je ne sais pas, mais on disait qu'on se faisait fusiller si on était pris à dormir alors qu'on était de garde. Tout dépendait de l'officier qui vous trouvait. Mais on disait que si une sentinelle était prise à dormir, on la fusillait. N'ayant pas d'endroit convenable pour dormir,
les hommes de la ligne de front étaient épuisés en permanence. Mais être pris à dormir pendant la garde était un délit extrêmement grave. Cela pouvait mettre en danger de nombreux hommes, des sections entières de la ligne de front. Dormir au poste faisait partie des 37 délits entraînant la peine de mort devant une cour martiale. Toutefois, sur les 449 hommes condamnés à mort pour s'être endormis au poste, seuls 2 furent exécutés. La nuit, collecter des renseignements sur les positions allemandes était une activité cruciale, surtout lorsqu'une offensive était imminente. Cette nuit, il y aura une autre patrouille. Comme le dit un Hull-Pal, les patrouilles de nuit, pire que les batailles. Les patrouilles de nuit étaient considérées comme si dangereuses que les officiers les confiaient aux hommes les plus aguerris et les plus fiables, souvent des amis qui pouvaient deviner le moindre mouvement de leurs camarades. Ils portaient des passe-montagnes et se passaient de la boue sur le visage. Tout ce qui cliquetait ou faisait du bruit était laissé derrière. Sous la conduite du caporal Knight, l'équipe est composée des soldats Spivey, Tate, Harrison et Wright, dont c'est la première patrouille de nuit. On a dû enlever nos impairs et mettre nos gilets. On a dû mettre nos cagoules. On n'avait pas le droit de porter nos casques parce qu'ils ont une forme trop reconnaissable. La patrouille sortira du cratère investi pour aller récolter des renseignements près des lignes allemandes. You two splitting right, we split left, yeah? Yeah, but you're effectively covering us. If we have to make a withdrawal, you cover us. Continue. Good luck, lads. God bless you. C'était incroyable, c'était tellement fatigant. Il y avait des bouts de métal pointus éparpillés partout. C'était très difficile. Un vrai cauchemar. On était couverts de boue. Le No Man's Land était plein de trous d'obus. Et l'hiver, quand c'était trempé, si quelqu'un tombait dedans, c'était fini pour ainsi dire. Alors, quelqu'un a sorti cette bande blanche. C'était une idée brillante. Et le caporal, je crois, a envoyé 4 hommes qui avaient l'habitude de se faufiler dans les barbelés, c'était un boulot terrible, pour poser ces bandes autour des trous d'obus. Comme ça, quand on sortait, ça nous évitait de tomber dedans. C'était une idée brillante tant qu'un obus ne venait pas exploser. Si c'était le cas, on était perdu. Mais ça marchait bien. La patrouille ne s'attend pas à voir l'ennemi. Elle est là pour écouter attentivement et essayer de deviner les intentions des Allemands. Groupe de travail maniant la pelle, réserve transportée à l'avant, conversation des soldats qui par moments ne sont qu'à un peu plus de 30 mètres des lignes britanniques. La nuit, on sortait pour, on appelait ça écouter. On détestait ce boulot. C'était très dangereux. Si quiconque oubliait et toussait, ça suffisait pour se faire repérer par un tireur embusqué ou plusieurs mitrailleuses. C'était extraordinaire de voir comment un léger bruit réveillait toute la ville, comme on dit. Le caporal Knight s'est sorti avec une patrouille à 21h, avec des instructions très claires. Il devait aller dans le No Man's Land en suivant un chemin bien précis et chercher des cratères d'obus pour servir de poste d'écoute. S'il en trouvait un suffisamment sûr, à distance d'écoute de la ligne allemande, il devait s'y installer
écouter les Allemands, puis rentrer vers 22h30. Et s'ils tombaient sur des mouvements ennemis, ils devaient rentrer immédiatement. Ils ont pu se faire tuer. Ou pas. S'ils ne reviennent pas, on aura des couvertures en plus. Malheureusement pour Thompson, au moins 2 couvertures, celles des soldats Harrison et Tate, ne seront pas disponibles. Les hommes sont rentrés à 9h30. I got to their crater, the one there. So, what's happened? Who led it into the German lines? Was it Corporal Knights or Spivey? I don't know, because we couldn't see them. They were just left in front of us. We couldn't see for our little hummock. And then when we hadn't heard anything, that's all I went to check, and their crater was empty. And I just checked me on that, see if there's any more craters. Well, the blokes in the forward post said they saw somebody going into the German lines. Right. And that's completely against his orders. He's too busy trying to win himself an MM. Un commandant de section responsable d'une patrouille a fait le malin. Il a décidé d'ignorer les ordres et il est parti dans les lignes allemandes, ce qui a semé la confusion. Personne ne sait ce qu'il fait. Même l'autre moitié de sa patrouille l'ignore. Tout ce qu'on peut faire, c'est attendre. On n'enverrait pas davantage de monde à la recherche de gens incapables d'obéir aux ordres. À 23h30, avec 1 heure de retard, le soldat Spivey et le caporal Knight font leur apparition. Seul le soldat Wright manque encore. On est arrivé dans le premier cratère et ça tirait de partout. Alors on s'est dit qu'on ne pouvait pas en faire un poste d'écoute. Ça ne servait à rien. Il n'y avait personne là-bas. On s'est dit qu'on allait prendre le mitrailleur. On est allé vers la tranchée de tir, là où on croyait qu'il était embusqué. On est arrivé par derrière. Mais il avait dû prendre ses jambes à son cou et s'était replié à une centaine de mètres en arrière. Donc, bien que vous ayez désobéi aux ordres, la mission a été réussie. Je ne suis qu'un première classe. J'avais un caporal comme responsable, alors... Oui, on a désobéi, on croyait pouvoir réussir. Le lieutenant Yule décide de considérer l'incident comme une leçon. L'homme absent, le soldat Craig Wright, n'a pas été vu depuis que la patrouille a essuyé le feu ennemi. Il y a 85 ans exactement, la même nuit, le lieutenant du 10e bataillon Leslie Pearson, 22 ans, faisait partie d'une patrouille similaire. Les hommes n'étaient qu'à quelques mètres des tranchées allemandes lorsqu'ils furent bombardés. Comme convenu, ils se dispersèrent dans des trous d'obus, et bien que ses camarades soient rentrés, on n'a plus jamais revu le lieutenant Pearson. Pour refléter la mort du lieutenant Pearson, Craig Wright a été prévenu qu'il ne retournerait pas à la tranchée. Ils ressemblaient beaucoup à ce que nous sommes aujourd'hui. Un groupe de types arrachés à la vie civile, coincés au front, avec des bombes et des balles qui leur pleuvaient dessus pendant des semaines. Ils faisaient avec, comme nous faisons avec, j'imagine. Mais on a toujours derrière la tête qu'on ne va pas mourir. Et qu'à la fin, on va rentrer chez nous. Alors que beaucoup de ces hommes sortaient de la tranchée, mais ne rentraient pas chez eux. Ils n'avaient aucune certitude sur la durée de la guerre. Pour nous, c'est une sorte de guerre de 2 semaines. Mais eux, ça pouvait être pour toute leur vie. Et j'ai le plus profond respect pour eux, surtout après avoir fait ça pendant 2 semaines. Le plus profond respect. Ils étaient fantastiques. Ils ont beaucoup fait pour l'Angleterre et pour le reste du monde. On ne peut pas leur enlever ça. Craig était là, et puis ça a été l'heure de son tour de garde et il avait disparu. C'est encore très confus, nous ne savons pas exactement ce qui lui est arrivé.
Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'était un type sympa. J'aimais sa compagnie. Il me manque. Je sais que ça ne fait qu'un jour, mais je m'entendais vraiment bien avec lui. C'était un très bon ami. C'est un romantique. Il vit pour sa petite amie et ses chats. Un type gentil. Un visage de bébé avec des fossettes. Oui. Un mec sympa. Ça a été assez lugubre aujourd'hui. Le corps d'un vieux copain est resté étendu à côté de nous toute la journée, attendant d'être enterré au crépuscule. C'est dur de regarder le visage sans vie de quelqu'un avec qui on parlait et riait au temps des jours heureux à Hornsey et à Ripon. Les nouvelles tranchées étaient très étroites et les cadavres étaient étendus au fond. Je ne pouvais absolument pas avancer sans leur marcher dessus. J'ai réussi à le faire en disant « Pardon mon vieux, je n'y peux rien ». Je devais leur marcher dessus et je leur parlais bien fort. Je me souviens de mes mots. « Pardon mon vieux ». On savait qu'on n'allait pas se faire tuer. On n'a jamais eu cette peur. Mais les vrais pals devaient vivre avec jour et nuit. Quand ils perdaient des gens qui leur étaient proches, c'était horrible pour eux. C'était terrible à l'époque. Ils voyaient littéralement leurs amis mourir sous leurs yeux. Et après, le corps restait là. Ça devait être épouvantable de vivre ça. On se dit, comment ils tenaient le coup? Les soldats essayaient d'enterrer leurs morts avec dignité aussi rapidement que possible. Mais il était souvent trop dangereux de récupérer les corps dans le No Man's Land. Ils y restaient parfois pendant des mois. Dans de telles conditions, la mort pouvait commencer à tout envahir, y compris l'eau. Le lieutenant Slack, un Hull Pal, avait écrit chez lui pour se plaindre du thé des tranchées. Le goût est toujours le même, celui des morts. C'est horrible, mais vrai. On utilisait l'eau de pluie dès qu'on pouvait. Il y avait toujours des flaques d'eau de pluie et on s'en servait. On choisissait de l'eau dans les endroits où elle s'était accumulée et on l'utilisait pour la cuisine, si on devait faire cuire quelque chose. La majeure partie de l'eau potable était remontée laborieusement depuis les tranchées de soutien dans des bidons de pétrole. Elle était plus sûre que l'eau de pluie, mais elle était sévèrement rationnée et avait des odeurs très particulières. On m'a dit que si on était là depuis assez longtemps, on pouvait faire la différence au goût entre une eau qui venait d'un bidon de la BP ou de la Shell. Si on avait de la chance, on tombait sur un trou d'eau bu raisonnablement propre, mais on ne pouvait pas dire que l'eau était propre. Au cantonnement, à la ferme, on a de l'eau froide à volonté, mais pas ici. Il faut y faire attention et on en a ras-le-bol de ne rien pouvoir laver correctement. J'ai pris une sorte de décision tactique de ne pas me laver les mains la nuit dernière, parce que je voulais avoir de l'eau ce matin. Le manque d'hygiène, les vêtements humides et la chaleur des corps blottis les uns contre les autres provoquaient un autre fléau des tranchées, les poux, ou comme on disait à l'époque, les totos. 97% des hommes en grouillaient. Le Hull Pal Donald Griffin parlait souvent de ce problème dans ses lettres à sa mère. Il est impossible d'éviter les totos, c'est-à-dire d'être pouilleux. Lorsqu'on quitte les tranchées, c'est vraiment comique de voir les gars assis torse nu, s'épouillant consciencieusement. C'était une activité sociale tout à fait banale pour les hommes du front. Une fois, j'ai été quasiment dévoré par les poux.
J'ai demandé au caporal que faut-il faire contre les poux. Il a répondu, c'est assez facile, allumez une bougie et passez la flamme sur les coutures de votre chemise, ça va les tuer. Ça a tué les poux, mais ça a aussi brûlé les coutures et les manches de ma chemise sont tombées en morceaux. J'ai donc écrit à ma mère et elle m'a répondu, espèce de nigo, tu as sûrement du savon Lifebuoy, je vais t'en envoyer d'autres. Elle m'en a envoyé, c'était un savon désinfectant très fort et elle m'a dit de le frotter sur les coutures et que je n'aurais plus de problème. Je l'ai fait et c'est comme ça que je me suis gardé des poux. On était maintenant en novembre et l'offensive de la Somme traînait depuis plus de 4 mois. Jamais les Britanniques n'avaient combattu sur une telle échelle et pendant une si longue période. Durant la Première Guerre mondiale, l'armée devint la plus grande entité organisée de l'histoire de la Grande-Bretagne. Pour chaque homme dans la tranchée de front, 6 ou 7 travaillaient à son soutien derrière les lignes. À nouveau, la machine de guerre se préparait à la bataille. Les fournitures commençaient à atteindre la ligne de front et les hommes savaient que l'attaque était imminente. On savait qu'on allait sortir de la tranchée un jour ou deux avant. Parce que des ordres arrivaient disant « Les mitrailleurs doivent s'assurer que toutes les panières sont pleines et que tout est prêt ». J'ai parcouru la tranchée. On savait qu'il y avait quelque chose dans l'air. On l'anticipait. En préparation à l'attaque, on confie au soldat John Robinson la tâche délicate d'amorcer les grenades. Just being a bit cautious at the moment, Serge. Yeah. I know you can make a fair old hole in France the size of a 10 all, I should think, if that lot went off. Keep going, keep going. Come on, let's have these things done a bit quicker. Sarge. We'll get you too, Jack. Right, stand to! On donne l'ordre à Robinson d'aller chercher d'autres grenades dans la tranchée de soutien. Selon le journal de guerre officiel du 12 novembre, un homme, le soldat William Parkinson, faisait partie d'une équipe de travail dans une tranchée de soutien lorsqu'il fut tué par un tir d'obus. Pour refléter sa mort, John Robinson ne reviendra pas à la tranchée. Ma première réaction a été « ça ne peut pas arriver, je suis censé retourner là-bas et voir les copains ». Tout l'après-midi est planifié. Je suis sous le choc. Parce que j'ai plein de choses à faire là-bas. Nettoyer mon équipement avant que le sergent le voie. Lire des lettres adressées à Palmer. M'assurer que mes gants sont secs et penser à passer le reste de la nuit là-bas. Ne penser à rien d'autre. Alors je suis un peu surpris. Ce n'est pas censé arriver. Comme Robinson, la plupart des soldats devaient penser que ça ne pouvait tout simplement pas leur arriver. Mais les statistiques ont fait mentir leur optimisme. 25% des Hull Pals sont morts. 60% ont été blessés. Seuls les 15% restants sont rentrés chez eux indemnes. Avant chaque bataille, le corps médical de l'armée se préparait à un grand nombre de victimes. Dans le No Man's Land, les hommes en marche n'avaient pas le droit de s'arrêter pour s'occuper de leurs camarades blessés. Un garçon nous avait rejoint la nuit précédente, 18 ans.
Il connaissait mon nom, mais j'ai oublié le sien. Et il criait « Andrew, Andrew, j'ai été touché ». J'ai dit où? Et il a répondu à l'épaule. Du sang coulait de sa tunique. Je lui ai dit, retourne au Caillebotis, va vers les lignes, ils vont s'occuper de toi. Et je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Je ne pouvais pas le ramener. J'aurais été accusé de désertion. Chaque homme avait un nécessaire de soins d'urgence et essayait de se soigner si possible. Tous les uniformes avaient une petite poche avec une bande au milieu de laquelle il y avait une petite fiole d'iode. Il fallait la casser et bander l'endroit où on avait été blessé. Pendant les batailles, les musiciens de la fanfare, ceux qui remontaient le moral des troupes avec leur musique entraînante, avaient la sinistre tâche de porter les brancards. Cela pouvait leur prendre des heures pour atteindre les victimes. Souvent, les blessés se traînaient eux-mêmes dans des trous d'obus pour se protéger. Certains s'enfonçaient dans la boue et se noyaient. Quand on arrivait à rejoindre les blessés, ramener les civières à travers le labyrinthe des tranchées exigeait un énorme effort et de nombreux hommes. On les amenait d'abord au poste de secours du régiment pour évaluation, puis au poste de secours avancé où l'on pouvait soigner les blessures. Les blessés graves étaient alors envoyés au centre d'évacuation des victimes, une installation plus sophistiquée, loin derrière les lignes, en général de vastes tentes servant d'hôpitaux temporaires. Là, des opérations délicates comme l'amputation d'un membre pouvaient avoir lieu. Le docteur est venu et on voyait le shrapnel. Le mien n'était qu'une égratignure par rapport à ce que ça pouvait être. Et il a dit, je le retire. Il a ajouté, avant que vous ne disiez oui, il n'y a pas d'anesthésique dans le camp. Il a dit, tout a été utilisé pour des gens plus gravement blessés. 4 personnes m'ont attrapé, 2 à chaque bras, 2 à chaque jambe. Et le docteur s'est mis au travail. Je lui ai demandé combien de temps ça allait prendre. Il a dit 2 minutes. Pendant ces satanées 2 minutes, j'aurais pu le tuer. Les 2 shrapnels, un obus qui explosait en l'air en faisant pleuvoir des balles de plomb et une bombe très explosive qui projetait des éclats d'acier brûlant en touchant le sol, pouvaient infliger des blessures effroyables. Nombre d'hommes couchés dans le No Man's Land avaient dépassé le stade des soins médicaux. Je suis tombé sur un soldat de mon régiment. Un shrapnel l'avait déchiqueté d'ici jusqu'à la taille. Une terrible blessure de shrapnel. Quand on l'a rejoint, il a dit « Tuez-moi ». Et avant qu'on ait pu sortir un revolver, en 30 secondes, il était mort. Le seul mot qu'il a dit, c'est « maman ». Bien sûr, tous les soldats craignaient d'être gravement blessés ou tués, mais certains, comme le Hull-Pal Donald Griffin, étaient assez candides pour admettre qu'ils étaient reconnaissants d'avoir eu un Blighty, une blessure leur permettant d'être renvoyés en Angleterre. Très chère mère, j'espère que tu es contente que je sois blessé. Moi oui, j'ai senti que j'avais été touché par un morceau de shrapnel qui m'avait à peine meurtri l'épaule, mais le copain derrière moi m'a dit que ça saignait. J'ai regardé et je me suis mis en colère parce que, à mon avis, ça n'était pas assez grave pour être un Blighty. Oui, je suis vachement content d'en être sorti. Et ça paraît presque trop beau d'être à nouveau en Angleterre et de pouvoir dormir sans avoir de visiteurs de minuit. Le 11 novembre, cela faisait 3 jours qu'il n'avait pas plu. Et le commandement donnait finalement l'ordre tant attendu de passer à l'attaque. Can you get me Corporal Johnson? And meet me back here. Can you get me Corporal Hill up here now? Yeah, he's coming now, sir.
Man, just come back from Company O Group. We've had the orders through. We're definitely going. The postponed attack from last week is definitely on. No postponement this time for Valley 0500. You can pass that down to all the men. Make certain they're ready. Does it? We're going over the top at 6. Battle order. No jerkins, no grey coats. They're to be rolled and left in the trench. On n'était pas des héros. On était là, je vous l'ai dit, et on le faisait. Il n'y avait pas de discussion. Seuls un ou deux ont fait un peu de grabuge. Mais pour la plupart, nous savions que nous étions des soldats et que nous nous battions pour notre pays. Alors on a fait ce qu'on avait à faire sans problème. Hopefully it'll go ahead as scheduled. It'll be one mad morning. Le but de l'attaque est de prendre le petit village fortement défendu de Serres, à environ 1,5 km de la ligne de front britannique. En 1916, pour la première fois, les Anglais avaient utilisé les tanks avec un succès limité au cours d'une précédente attaque de la Somme. Quelques-uns allaient prendre part à cette bataille, mais le sol était trop boueux pour ce qui était alors de lourds véhicules primitifs. À côté des tanks, forme de guerre la plus moderne, on trouvait la cavalerie, l'une des plus anciennes. Le plan était triple. Premièrement, l'artillerie bombarderait les lignes allemandes. Puis l'infanterie avancerait. Finalement, la cavalerie chargerait dans la trouée pour reconnaître les nouvelles positions et chasser l'ennemi. La nuit précédant l'attaque était claire et glaciale. Sur 6,5 km de lignes de front, des dizaines de milliers de soldats britanniques se préparaient à la bataille. Les 12e et 13e bataillons de Hull menaient l'assaut, tandis que les 10e et 11e fournissaient des équipes de mitrailleurs ainsi que des groupes de transport et étaient tenus en réserve pour soutenir l'attaque. Un Hull pâle, le soldat Surfleet, a écrit dans son journal: Il y avait une fausse ambiance de jovialité. Une plaisanterie ici, une remarque salée là, un signe de la main à un copain. Bonne chance, mon vieux. Je t'enverrai une carte postale. Mais c'est un vernis très fin. Une protection bien mince pour masquer la sinistre réalité que tout le bataillon pressentait. Gordon, you tell the company commander we're ready. Certains Hull-Pals parvinrent à atteindre les lignes allemandes. Au sud, les autres divisions avaient de la boue jusqu'à la taille et leur progression était impossible. À 17h25, on ordonnait aux Pals de retourner à leur ligne de front. La bataille coûtera la vie à 263 Hull-Pals. Le capitaine Colin Trail a survécu et a été décoré plus tard de la croix militaire.
mais il a été tué au combat en 1918. Le soldat John Cunningham a reçu la Victoria Cross pour s'être avancé dans les lignes allemandes ce jour-là et avoir tué 10 adversaires à lui tout seul. Le soldat Donald Griffin, qui avait écrit à sa mère pour se plaindre des poux, a survécu à cette bataille et à la guerre. À la suite de ce qui allait devenir la célèbre bataille de l'Ancre, Serre n'est pas tombée. En fait, après 5 mois de combat, la ligne de front devant le village n'avait pas bougé d'1 centimètre. La Somme était devenue une guerre d'usure qui a fait 1 million de victimes britanniques et allemandes. Mais les Allemands ont payé le prix fort et leur armée ne s'en est jamais vraiment remise. How you doing? Driving over? What, looking for me? Yeah, I've packed a Beverley, went to the main gate, it's a Beverley, because that's what I'm sure it said. Hello. And then I've just had to walk it, haven't we? Group match. Group matched everyone. Recovered? Oh yeah, definitely. Yeah, I've just about got there. Je me suis fait des amis que j'aurai encore à 80 ou 90 ans. Si vous revenez nous voir quand on aura 80 ou 90 ans, on sera encore ensemble le jour de l'armistice. Et on sortira à Noël, et on fera des barbecues l'été. Ça nous a rapprochés à ce point-là. Et j'imagine que les vétérans de guerre sont aussi proches que nous. C'est génial de les voir tous, tout propres et sur leur 31, avec leurs cocardes et l'air tout fiers. On parle de ce qu'on a ressenti les premiers jours après notre retour à la maison. Le choc culturel entre être là-bas, en plein dedans, et le confort de la maison. On parle de ça en général. À l'annonce de l'armistice, un silence sinistre est tombé. C'était un silence, si je peux employer le terme, pas stupide, c'est tout ce que je peux dire. Car c'était si soudain, tout d'un coup, c'était comme si nous n'avions plus rien devant nous, aucun but. Et c'est un sentiment très angoissant. C'est génial de voir tout le monde réuni, avec les femmes et les petites amies. Les gens dont nous avons entendu parler. C'est sympa de mettre des noms sur les visages. C'est super que tout le monde soit ensemble. La matinée va être bonne, je pense. Nous nous sommes arrêtés pour examiner de près le mémorial au régiment de l'East Yorkshire, qui est dans une chapelle latérale. Les noms sont inscrits, répartis entre les différents bataillons. J'ai trouvé le 10e bataillon, celui que nous représentons. J'ai regardé les noms et très rapidement je me suis dit, il y en a beaucoup. Ce doit être les gens qui ont servi dans ce régiment. Mais quelqu'un à côté de moi m'a détrompé. Il m'a dit que c'était les victimes. Et il y avait des centaines et des centaines de noms pour un seul bataillon. We did. We did? Where? Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun and in the morning, we will remember them. J'ai commencé à réfléchir à la situation lors du premier service religieux qui a été tenu après la guerre à la cathédrale de Beverley. L'endroit devait être plein de veuves et d'enfants.
Elles n'étaient pas avec leur fiancé ou leur mari ou leur petite amie, mais toutes seules avec leur chagrin. Et c'était une pensée terrible. Les bataillons de Pals ont réussi à attirer dans l'armée des centaines de milliers de volontaires, mais ils ont eu une conséquence inattendue et tragique. Si les Pals ont souffert de pertes particulièrement élevées, les bureaux, les rues ou les usines d'où ils venaient ont perdu la plupart de leurs hommes jeunes d'un seul coup. L'idée de recruter des bataillons de Pals a graduellement été abandonnée pour laisser place à la conscription. C'est bouleversant de savoir ce que ces gens ont fait pour nous. Et la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est leur offrir notre respect et les honorer. Ce documentaire a été une expérience fabuleuse. Je pensais que c'était juste un sujet sur des gens qui sautaient hors des tranchées et se faisaient massacrer, mais il y avait tellement plus. Ça parlait des amis, de gens des villages et des villes qui se retrouvent ensemble. C'était ça les Pals, surtout ceux de Hull et de sa région où j'ai vécu si longtemps. On réalise que beaucoup ne se battaient pas pour le roi et la patrie, ils se battaient les uns pour les autres, pour la survie de l'autre. Je suis content de l'avoir fait, content d'y avoir été et d'avoir partagé leurs expériences. J'en suis très fier, vraiment. Je leur suis très reconnaissant d'avoir supporté tout ça et de s'être portés volontaires, d'avoir donné leur temps pour que d'autres comprennent ce qui est arrivé à leurs aïeux, pour leur plus grand profit. Car ce que nous avons fait, nous l'avons fait pour le bénéfice de la postérité. Et la postérité, c'est la population actuelle. Tout de suite, les 10 jours qui ont fait la reine.